en salle Bourjac à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite. Je suis avec Ezra Soleiman. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à Princeton. Et on vous doit plusieurs essais, notamment Les notaires, Schizophrénie française, Les hauts fonctionnaires et la politique. J'ai cité volontairement ces trois ouvrages parce que c'est sur la France et parce que c'est une observation, parce que pour moi, vous êtes un observateur. Vous êtes un observateur de la société française vue des États-Unis. Alors, ma toute première question n'a rien à voir avec la France ou les États-Unis, c'est sur cette Cité de la Réussite. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette Cité de la Réussite ? Moi, je trouve une certaine, comment dirais-je, quelque chose qui manque dans la société française. Aujourd'hui, on parle beaucoup, effectivement, de solidarité. On parle d'autres choses aussi, on parle d'égalité. Mais je pense que quand une société martèle des mots clés et des thèmes, il y a une raison. Et en général, la raison, c'est que on a un peu peur que ça n'existe pas ou c'est en train de disparaître. Parce que autrement, on n'aurait pas besoin tellement de parler de solidarité. Et je trouve ce qui est formidable avec la Cité de la Réussite, c'est le fait que, d'abord, ça ressemble vraiment des gens, beaucoup qui n'ont rien à voir avec le pouvoir, ou même de grande participation, c'est un endroit que je trouve absolument démocratique. C'est un mélange de toutes sortes de gens qui viennent ensemble pour écouter, pour discuter, pour apprendre, pour poser des questions. Et vous avez très, très, très peu de forums comme ça. Et je pense que c'est ça ce qui explique. Regardez aujourd'hui, il pleut encore toute la journée. Et il y a plus de gens cette fois qu'il y a 2 ans, je pense, à regarder comme ça schématiquement. Donc, ça vous en dit long, et de rester là, de faire la queue dehors, dans la pluie, etc., ça vous en dit long sur quelque chose, sur un besoin que les gens, évidemment, ressentent. Mais moi, ce que j'aime, c'est ce mélange des jeunes, des vieux, des retraités, je vois même des handicapés qui prennent le soin de venir, etc. Ça me dit quelque chose sur la société française, si vous voulez. Alors cette société française, justement, comment vous la voyez évoluer, vous, de là-bas aux États-Unis ? Et comment les Américains que vous côtoyez au quotidien voient les Français ? C'est quoi être Français pour eux ? On me pose souvent cette question. Comment est-ce que les Américains nous voient ? D'abord, les Américains ne nous voient pas. Tout simplement, c'est pas parce qu'on ne s'y intéresse pas, c'est parce que la France, il y a tellement des conflits dans le monde, il y a tellement des enjeux dans le monde, il y a tellement de dislocations dans le monde que les États-Unis, qui est toujours appelé à pas résoudre tous les problèmes, et donner un coup de main. C'est qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou non, c'est un fait encore aujourd'hui. Ce n'est plus la seule superpuissance, mais c'est quand même les États-Unis. On appelle dans tous les conflits de résoudre des problèmes. Et donc, avec ces attentions dispersées et surtout concentrées sur certains domaines, c'est-à-dire le Pacifique, l'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Europe a le sentiment aujourd'hui d'être négligée par les États-Unis. Or, moi je dis toujours aux Américains, ne négligez pas l'Europe parce que c'est notre seul vrai partenaire sur lequel on peut toujours compter. Et tout le monde comprend ça. Mais la France est dans l'Europe. Mais elle n'a pas de relation particulièrement importante avec les États-Unis, s'il y a beaucoup de coopération à beaucoup de niveaux. Il y a toujours eu. Mais vous allez dans la rue et vous demandez qu'est-ce que vous pensez de M. Hollande, vous allez recevoir... Ils ne sont pas forcément au courant. Non, il n'est pas connu, il n'est pas... Sarkozy était un peu plus, d'abord il était là plus longtemps. Hollande va être plus connu, mais il n'y a pas maintenant il n'y a pas ces relations bilatéraux qui sont très importantes entre les Pays-Bas, entre la France, etc.
entre la France, c'est évidemment plus important. Mais il n'y a pas de particularité, sauf quand il y a une crise comme la crise de l'Irak. En France, on a l'impression qu'on vit une crise, évidemment, une crise mondiale, une crise économique, une crise écologique, mais aussi une crise du consensus, une crise molle, une crise où finalement on a l'impression qu'on est tous tétanisés, que plus personne n'avance. En tout cas, c'est ce qu'on nous montre. Est-ce que le citoyen a oublié qu'il avait un poids face aux politiques? Est-ce que le politique a oublié d'être lui-même un citoyen? Où est le... Vous savez, vous dites qu'il n'y a pas de consensus. Bon, il y a, c'est vrai, un affrontement droite-gauche, mais ça n'a rien à voir avec l'affrontement droite-gauche d'autrefois. Vous connaissez votre histoire mieux que moi. Pendant les années 30, la France est déchirée, dans les années 40 aussi, d'une certaine manière. Et donc, après la guerre, s'est construit effectivement un certain consensus sur le genre de société qu'on veut construire. Ce consensus se tient, mais maintenant c'est devenu plus compliqué à maintenir. Je parle de la politique publique. En tant qu'Américain, je vous dis, j'aurais bien aimé avoir votre consensus aujourd'hui, compte tenu de l'énorme polarisation, idéologisation de notre société américaine. Donc on a un peu inversé le rôle, si vous voulez, parce que c'était l'Europe et la France qui étaient déchirées. Maintenant, c'est nous qui... Voilà. Et les États-Unis avant... Oui, donc je vous envie votre consensus. Oui, mais en même temps, on a l'impression qu'on n'avance pas. Vous savez, on n'avance pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que on n'avance pas, c'est pas parce que il y a un consensus. Je pense que... ou c'est pas parce que non plus qu'il y a un conflit. C'est parce que simplement il y a une énorme difficulté et il faut un rééquilibrage dans le contrat social qui a été développé après la Deuxième Guerre mondiale. Je ne veux pas dire par là il faut supprimer la protection sociale, etc. Mais il y a deux choses dont la France, je pense, a besoin. C'est d'abord de comprendre on n'est pas dans la période après-guerre, on n'est pas dans les années 30 glorieuses, et donc il va falloir un certain réajustement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je pense est nécessaire, c'est que forcément, on va vers un nouveau monde. Tout le monde connaît les conséquences à la fois positives et négatives de la mondialisation, globalisation, la compétition qui est absolument acharnée, qui n'existait pas avant, où la France atteignait des taux de croissance de 7%, qu'elle ne risque pas d'avoir dans les années à venir. Et sans croissance, évidemment, le consensus va être déchiré en quelque sorte, parce que quand on demande des gens de faire des sacrifices, avant on jetait de l'argent sur des problèmes. Maintenant, le problème, on ne peut plus faire ça. Donc, il faut cet réajustement, et ça c'est extrêmement difficile, parce qu'on ne demande des gens que de faire des sacrifices. Ouais. D'où une certaine fracture entre le citoyen et le politique. C'est pas tellement entre le citoyen et la politique, je trouve. La politique est là, il faut qu'il y ait le courage de mener à bien la société vers quand même des solutions. Et c'est là où je pense qu'il y a la fracture, parce qu'ils trouvent que les hommes politiques, les responsables qui les lisent, n'offrent pas des solutions. Ouais. Vous voyez, je pense que c'est ça. Et après, il y a effectivement la fracture entre groupes dans la société. Parce que, pourquoi moi, pourquoi pas lui, pourquoi pas les œuvres d'art, pourquoi les œuvres d'art, pourquoi les impôts sur les start-up, pourquoi... Vous voyez, donc toutes ces questions se posent, se mettent sur la table, toutes en même temps. Toute dernière question et je vous libère. Je vous en prie. Une question rituelle, une question que nous posons à tous les invités, à tous les intervenants de cette Cité de la Réussite. En 2012, qu'est-ce qu'on partage le plus selon vous? Qu'est-ce qu'on partage le plus? C'est-à-dire, en France, vous parlez, ou en général, les sociétés? En France et en général, en 2012.
Je pense que ce qu'on partage, c'est la morosité, d'abord, malheureusement. C'est inévitable, surtout je parle de la France maintenant. Ouais. Mais vous pouvez me répliquer que la morosité fait partie de la France. Donc, de toute façon, même si les choses allaient bien, les Français seront toujours moroses. Ils ne seront jamais des Danois qui sont toujours le plus heureux, même quand ça va pas. Plus en avance que la Suède et le Norvège. Mais en général, ces pays scandinaves n'ont pas les mêmes ambitions que nous. Ce sont des sociétés beaucoup plus unies. Et donc, eux partagent le bonheur. Donc, toute société ne partage pas la même chose. Nous, aux États-Unis, je ne peux pas le dire, le pays est assez soudé, mais très, très divisé en même temps. C'est-à-dire, quand on pense que c'est une société construite des communautés tellement différentes, des cultures tellement différentes, et que ça tient, je trouve que c'est une merveille. En même temps, il y a l'idéalisation et la polarisation qui n'a rien à voir avec ces communautés. Vous voyez? C'est-à-dire, ce sont des problèmes qui se sont posés et des solutions qui sont complètement différentes présentées par les deux parties. C'est ça, et c'est ça que vous n'avez pas en France. Cette polarisation, je pense. Et peut-être le consensus est un problème, en quelque sorte. Peut-être qu'il va falloir le dépasser. Parce qu'il va falloir proposer des choses nouvelles. Quitte à provoquer des clivages. Oui, dans un premier temps, peut-être. Mais peut-être à la longue, ils apporteront des solutions qui ressoudra. Voilà. Ezra Soleiman, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.